Voilà, comme ça nous sommes prévenus. Et nous avons le clap de top départ de notre webinaire. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, nous sommes aujourd'hui sur un cinquième webinaire dans le cadre de notre réseau régional occitan d'écologie industrielle et territoriale. Et aujourd'hui, on a voulu vous proposer une présentation multivoix pour vous apporter des regards croisés sur les points communs et les complémentarités de l'écologie industrielle et territoriale avec l'éco-conception et avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, on a préparé ce webinaire à quatre paires de mains, on va dire. Nous sommes trois aujourd'hui pour co-animer ce webinaire et Élodie Guyot, qui est la quatrième qui a préparé avec nous, n'était pas disponible aujourd'hui, mais nous l'avons enregistrée. Donc, on vous passera des vidéos le moment venu, des petits extraits pour qu'elle se présente et qu'elle présente elle-même ses points sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Donc, simplement pour vous dire, oui, c'est bon, Marie, super. Un petit mot d'introduction sur le fond du sujet et puis après, on se présente à vous. Les trois intervenants que vous avez autour de la table. Donc aujourd'hui, on va finalement prendre le fil de la question de la gestion sobre des ressources, voire de la gestion tout court des ressources pour les entreprises, et voir en quoi finalement sur nos trois thématiques, on est sur les piliers qui sont vraiment en prise directe avec les questions de modèle économique et modèle opératoire et de fonctionnement des entreprises. Et c'est pour ça que nous, on les considère comme des choses intéressantes à travailler avec des regards croisés et complémentaires. Et c'est pour ça aussi que depuis plusieurs mois maintenant, on croise régulièrement nos points de vue entre animateurs, animatrices de réseaux régionaux thématiques, parce qu'on trouve que ça a du sens et qu'on a voulu vous proposer cela aujourd'hui. Pour votre information, on a déjà fait un format de présentation un peu comme celui d'aujourd'hui pour le réseau des développeurs économiques d'ADOC. Et avec un accueil très favorable. Donc, on vous a mis là, on a repris le schéma des 7 piliers de l'économie circulaire que vous connaissez certainement tous par cœur, pour qu'on se redise que on vise bien tous les acteurs à travers cette notion d'économie circulaire, donc à la fois les entreprises, les particuliers et puis le secteur public, et qu'on s'attaque bien aussi aux trois blocs de temps finalement du cycle de vie des produits et des services, puisque avec les notions de conception, préparation des produits et des services, on réfléchit à l'amont. Vous verrez que là-dessus, l'éco-conception, notamment, Marie nous en parlera beaucoup, est un levier très, très important. On s'intéresse aussi à l'ensemble de la durée de vie des biens et des services, puisque le but étant de l'allonger au maximum, donc de prévenir un maximum la génération de déchets finalement. Donc préservation, réduire la ponction de ressources en amont, éviter la production de déchets ou en tout cas retarder cette échéance-là au maximum à travers différents leviers. Et puis bien évidemment l'aval, la fin du cycle de vie qui sont là, pour le coup, les enjeux purs de recyclage et de valorisation énergétique matières. Donc, finalement, on va répondre avec tous ces piliers-là, avec tous ces leviers, à la fois à des enjeux de ressources, de consommation de ressources pour les entreprises, mais aussi, on va le voir, des enjeux d'éco-exemplarité, de RSE, d'éléments comme ça. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on a voulu vous présenter ce regard croisé donc, sur les trois grands champs que sont l'éco-conception, l'EIT et l'économie de la fonctionnalité. Donc, pour vous parler aujourd'hui, nous sommes 4 virtuellement, on va dire, 3 réellement présents. Donc, Élodie Guyot qui représente le réseau régional qui s'appelle Terre 2 FC, l'association Terre 2 FC donc pour l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Comme je vous disais, ne pouvait pas être présente avec nous aujourd'hui, mais néanmoins, il y a une petite vidéo de présentation que je vous passerai d'elle sur la diapositive suivante. Marie, à toi. Donc moi, je suis Marie Cussol, je suis ingénieure conseil au pôle éco-conception, qui est le centre de ressources national pour l'éco-conception. Et on est engagé depuis 2 ans auprès de l'Occitanie dans un programme qui s'appelle le programme Oxymore et qui a pour but de diffuser, d'impulser le développement, l'initiation de projets d'éco-conception dans l'ensemble des entreprises de l'Occitanie. Je me présenterai peut-être un petit peu plus, je présenterai un peu plus l'éco-conception en détail sur la diapo suivante si ça vous va, Caroline et Cyril. Comme ça, je vous laisse un peu la parole et voilà, on parlera plus de ce qu'est l'éco-conception derrière.
Donc rapidement, Cyril Adou, consultant expert sur les questions d'économie circulaire et d'écologie industrielle chez Indigo, et membre avec Caroline et Benoît Duré de Midiane, hein, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, de l'équipe hein, qui est sur un support des animateurs écologie industrielle du territoire d'Occitanie. Et un grand plaisir effectivement de participer enfin à un événement de ce type-là pour bien démontrer la complémentarité de ces trois outils que sont l'économie de fonctionnalité, l'éco-conception et l'écologie industrielle. Eh ben, on va passer à la diapo suivante. Donc, on va rentrer on va commencer en fait par prendre le temps de poser un peu quand même les concepts pour qu'on soit tous d'accord sur de quoi on parle. Donc, on va prendre le temps de vous représenter le côté opérationnel des trois concepts dont on va parler ce matin. Et donc, pour Elodie, je vais faire le grand saut dans le vide de vous partager une vidéo. Voilà, merci Marie pour le partage de la main. Donc, je vais tenter le partage d'une première vidéo de présentation d'Elodie qui va se présenter elle-même, vous parler du réseau régional et vous expliciter avec des exemples l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, si je lance une vidéo que je vais aller chercher. Hop. Bonjour à tous, Élodie Guyot de l'association Terre d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je dirige cette association depuis 3 ans en étant au service de sa raison d'être dont le rôle est d'aider les organisations à s'ancrer dans le territoire en étant plus utiles au territoire, plus durables et donc plus humanistes afin de pouvoir concilier tous les piliers du développement durable, c'est-à-dire afin de pouvoir allier à la fois la performance économique avec la performance environnementale, sociale, sociétale, tout ça en étant au service du territoire. Alors, comment elle s'y prend? Eh bien, on invite des organisations, que ce soit des TPE-PME, des associations, des collectivités, à agir et à transformer leur cœur de métier en mettant au centre de leur organisation les effets utiles que produit leur activité, plutôt que la vente d'un produit en grande quantité ou de services quasiment industrialisés. Pour donner quelques exemples de transformation de modèle économique, je pourrais parler par exemple de la société Michelin qui, sur une certaine gamme de pneus, ne vend plus des pneus, mais commercialise des kilomètres parcourus et qui, allié à la mise à disposition de ces pneus, permet de faire des économies de carburant, des économies d'accidents aussi, pour permettre d'allier à la fois performance économique, performance environnementale et performance sociale. Je peux aussi vous parler de la société Cro, qui est une entreprise qui progressivement transforme son modèle économique en vue de ne plus vendre uniquement des compresseurs, mais aussi d'être en capacité de vendre du débit d'air sous pression et a su allier la vente de biens adossés à des services, on parle à ce moment-là d'offres servicielles, dans laquelle il y a à la fois un travail d'analyse des besoins, de dimensionnement du juste nécessaire et tout un travail de maintenance des réseaux d'air comprimés pour à la fois permettre de faire des économies tout en réduisant l'impact environnemental. Un autre exemple bien connu, c'est la société Flexink, est un imprimeur qui a réussi à rentrer dans une logique où il va gagner de l'argent en imprimant moins, en ayant une offre qui intègre des produits et des services, dans une logique vraiment de sobriété d'impression. Ou alors la société Biodiversité, qui est passée de la vente de miel à un service de veille environnementale pour développer la biodiversité sur un territoire et promouvoir le vivant. Voilà pour la présentation d'Elodie. Juste pour vérifier, ça a bien fonctionné au niveau du son et de l'image? Super. C'était une grande première. Donc, vous retrouverez le détail de ce qu'a présenté Elodie sur cette diapo. Hein. Après le webinaire, on vous met à disposition les supports PowerPoint. Enfin, le support PowerPoint. Merci Marie. Du coup, on peut passer à la diapo suivante qui te concerne, si je ne me trompe pas. Exactement. Le deuxième concept dont on va parler aujourd'hui et que je vais vous présenter rapidement, c'est le concept de l'éco-conception. Alors, qu'est-ce que l'éco-conception? Qu'est-ce que l'objectif de cette démarche? Donc, c'est un pilier de l'économie circulaire, comme tu l'as très bien présenté tout à l'heure, Caroline. L'objectif de ce pilier, c'est de réduire les impacts environnementaux négatifs d'un produit ou d'un service tout au long du cycle de vie
du produit ou du service, dès la conception des produits, mais aussi sur toutes les autres étapes. On va vraiment avoir une démarche qui va être multi-étapes. On ne va pas seulement se focaliser sur ce que fait l'entreprise, elle, sur ce qu'elle maîtrise, mais aussi sur ce qui va se passer autour, comment le produit va se comporter, à quels besoins est-ce qu'il va répondre, quels usages sont prévus pour ce produit et comment est-ce qu'on peut optimiser au maximum, réduire les impacts environnementaux sur toutes ces étapes. Alors évidemment, ça va passer par un travail sur les matières premières, mais aussi sur les consommations, sur les étapes logistiques, sur le comportement à l'usage et sur la façon dont on va le réparer, le recycler, le réutiliser en fin de vie. Donc, cette démarche multi-étape, elle va aussi être multicritère. L'idée, ça va être d'étudier aussi l'ensemble des critères environnementaux sur lesquels le produit va avoir un impact au travers d'outils. Les outils qu'on connaît, qui sont les plus utilisés aujourd'hui sont des outils d'analyse de cycle de vie, qui peuvent être des outils de premier niveau ou des outils très précis, où l'objectif est justement d'avoir une vision globale des impacts environnementaux sur toutes les étapes du cycle de vie et sur différents critères d'impact. Pour vous en citer quelques-uns, on va parler d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, de consommation de ressources rares, de ressources non renouvelables. On va aussi parler d'effets sur les éco-organismes et les milieux naturels, tels que l'acidification, la toxicité sur l'homme ou l'écotoxicité sur les milieux naturels, etc. L'idée, comment est-ce qu'on va travailler avec les entreprises pour réduire les impacts environnementaux? Eh bien, on va travailler en partant du cycle de vie d'un produit ou d'un service qu'on va étudier sous plusieurs aspects. On va étudier les aspects contextuels, quel est le contexte réglementaire, quels sont les différents liens avec les parties prenantes, où est-ce que l'entreprise peut intervenir, où est-ce qu'elle a un niveau de maîtrise pour pouvoir travailler sur ces impacts environnementaux. Quels sont ces impacts environnementaux? Le but, ça va être aussi de les mesurer pour pouvoir les maîtriser et faire des arbitrages et choisir finalement des stratégies, élaborer un plan d'action de stratégie environnementale, stratégie de réduction d'impact environnemental à mettre en œuvre dans l'entreprise. Alors pour vous citer quelques exemples, en Occitanie, mais pas que, on peut parler par exemple de l'entreprise Nightup qui, elle, avait déjà des actions de réduction d'impact environnemental assez fortes, mais qu'elle n'avait pas structuré dans un plan d'action ni un plan de communication, parce que mettre en avant, mettre en place des actions de réduction d'impact, ça a aussi pour objectif de pouvoir communiquer et montrer aux parties prenantes et aux clients les actions mises en place. Donc, on a travaillé à la fois pour structurer leurs actions et aussi identifier les priorités sur lesquelles travailler, travailler sur la provenance des matières premières notamment, le conditionnement et leur mode de distribution aussi pour aller sur de la vente, mais aussi sur de la location ponctuelle pour modifier un peu le modèle économique et avoir moins d'impact sur l'usage. On peut aussi parler de la société Inopsys qui, elle, a mis au point un autotest urinaire sur lequel on a également fait un travail de priorisation pour travailler sur le sourcing des composants, sur l'origine des matières plastiques pour intégrer des matières plastiques recyclées et la modification de la distribution et l'usage pour entrer sur un système de location du service et donc de vente du produit. Et on peut aussi parler en dernier lieu, ce sera mon dernier exemple pour aujourd'hui, de Dedafim, qui est une société qui fait des fontaines à eau et sur lequel on a également travaillé pour améliorer leur process de montage, d'assemblage, réduire l'impact environnemental des process de fabrication de ces fontaines à eau, reconcevoir certaines pièces pour qu'elles soient moins impactantes à la conception, à la fabrication et sur les chaînes de montage. Et on a aussi travaillé d'un point de vue plus chimique, plus technique, sur comment utiliser un fluide réfrigérant différent qui soit moins polluant. Les fluides réfrigérants sont très émetteurs de gaz réchauffants. Et enfin, on a aussi participé, c'est aussi une entreprise qui a revu sa communication environnementale pour mieux communiquer et mieux s'adresser à ses clients, à ses parties prenantes pour mettre en avant ses atouts environnementaux. Donc voilà 3 exemples assez rapides, hein. Le but, c'est pas de les détailler, mais pour vous montrer un peu qu'on va essayer de travailler sur toute la chaîne, tout le cycle de vie et aussi dans l'ensemble de l'entreprise pour pouvoir faire travailler ensemble à la fois des équipes qui vont être dédiées à la communication, des équipes dédiées à la logistique, à la distribution, à la conception même du produit. Mais on ne va pas seulement rester ancré sur cette étape de conception. Le but, c'est d'avoir cette vision globale qui va être plus impactante derrière et qui aura plus de poids dans la stratégie de l'entreprise. Voilà rapidement pour la présentation de l'éco-conception. Je vais du coup vous relaisser la parole, Cyril et Caroline, pour parler de votre thématique à vous aussi, finalement, l'écologie industrielle et territoriale.
Donc, merci beaucoup, Marie. Donc, on a vu l'économie de fonctionnalité qui nous permettait d'interroger le modèle économique et tous les acteurs en fait, de la supply chain. L'éco-conception travaille sur le produit pour en limiter les impacts en réinterrogeant énormément d'éléments dans la conception et la production et la fin de vie du produit. Et l'écologie industrielle, qui elle s'intéresse, on va dire, aux relations entre l'entreprise et son écosystème sur le territoire. Donc, avec cette idée de créer des écosystèmes d'acteurs qui vont coopérer pour optimiser leur fonctionnement en créant ces fameuses synergies d'écologie industrielle avec une finalité effectivement d'économie de ressources et d'ancrage territorial. Donc, alors, pour les participants qui ne sont pas de la communauté EIT, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, j'étais en train de regarder qui étaient parmi nous, je prends le temps de revenir sur cette notion de synergie. Donc voilà, l'écologie industrielle, effectivement, c'est lorsque sur un territoire, on essaie de créer un fonctionnement écosystémique en créant, en facilitant l'émergence de ces synergies. Ces synergies, elles se mettent en place entre les acteurs économiques lorsqu'ils y trouvent un intérêt partagé et notamment un intérêt économique. Et du coup, elles sont de deux grands types, ce qu'on appelle les synergies de substitution lorsqu'on va échanger des flux de matière, un déchet qui va se substituer à une matière première qui aurait été achetée neuve sur le marché des matières premières. Voilà, des biens d'occasion qui peuvent être réutilisés à la place d'achat de biens neufs, de l'eau, de l'énergie qu'on peut utiliser lorsqu'elle est disponible en proximité plutôt que justement acheter de l'énergie aujourd'hui issue de produits carbonés qui deviennent de plus en plus onéreuses. Et l'autre type de synergie, c'est lorsqu'on partage effectivement, qu'on met en commun des besoins, des mutualisations. Lorsqu'on a des besoins en commun en entrée ou en sortie de l'entreprise, on peut mutualiser, voilà. On peut mutualiser des achats, on peut mutualiser des ressources humaines, on peut partager des équipements, partager de l'infrastructure, des espaces de stockage, etc. Voilà. Et tout ceci, à l'échelle du territoire, permet de limiter les consommations de ressources. Donc, on a plusieurs exemples d'écologie industrielle. Donc là aussi, quelques exemples, quelques exemples d'Occitanie, mais pas que. On a essayé d'illustrer un petit peu cette dynamique écologie industrielle. Il y a à peu près 200 démarches en France aujourd'hui sur différents types de territoires, de la grosse zone industrielle au portuaire à des territoires beaucoup plus ruraux. Une des démarches phares, c'est Biotope, dans la région de La Rochelle. Biotope, c'est un club d'entreprise en fait, qui s'est approprié cette notion d'écologie industrielle, qu'il a développée et qu'il apporte aujourd'hui sur un territoire qui s'élargit petit à petit. Ils ont mis en place pas mal de synergies entre les adhérents. Ils offrent aussi quelques services. Voilà, parce qu'on s'aperçoit que sur certains types de déchets, il y a carence d'offres parce que voilà, ça n'intéresse peut-être pas les gros industriels du déchet. Et puis quelques synergies assez iconiques sur leur territoire. Donc, voilà, Melting Pot, je sais que Caroline l'adore. C'est une triple synergie puisque voilà, c'est une entreprise qui fabrique des toitures végétalisées et qui va utiliser en fait un substrat on va dire de culture des végétaux, plusieurs on va dire produits issus de déchets ou qui sont des coproduits d'autres activités, donc du marc de café, des coquilles issues de la pêche. Alors, je ne sais plus si c'est des huîtres ou des moules, mais voilà, des coquilles issues de l'activité de la pêche, et puis des big bags aussi, de la toile des big bags qui sert à faire un substrat. Donc là, on a vraiment une synergie iconique. Ça rejoint l'éco-conception quelque part, Marie, puisqu'on va limiter l'impact environnemental du produit ainsi fabriqué à partir de déchets ou de ressources. Donc on voit bien que tous ces outils interagissent et qu'en fonction du besoin de vos entreprises, voilà, le fait de pouvoir leur expliquer les trois outils et l'intérêt des trois outils peut être extrêmement intéressant. Alors, Cellulopac, par contre, on est en Occitanie, on est dans le Tarn-et-Garonne. Et voilà, c'est une entreprise en fait qui fabrique
des éléments en cellulose moulée, biodégradables, hein, notamment voilà, pour le secteur de la restauration. Donc, ce ne sont pas des emballages primaires, hein, mais voilà, des porte-gobelets, des choses comme ça. Et Cellulopac, pour une de ses productions, utilise hein, des déchets carton voilà, produits par son voisin. On va dire que le flux hein, de déchets carton n'a qu'à traverser la cour quelque part pour être repulpé et injecté dans le process de Cellulopac, qui lui permet du coup hein, effectivement d'avoir un produit à moindre impact environnemental, ce qui correspond à son effectivement positionnement stratégique, hein, donc un élément de différenciation. Et on est bien dans cette logique voilà, de cohérence, on va dire, des différents outils dont on vous parle aujourd'hui. Donc, il y a une petite vidéo, hein, vous pouvez aller voir sur Vimeo l'expérience Cellulopac. Alors, le Covaldem, je ne sais pas si Christian Payette est là aujourd'hui pour témoigner, mais voilà, c'est une démarche qui a été initiée autour de Carcassonne hein, par le syndicat de traitement de déchets Covaldem. Voilà, et en faisant discuter les entreprises, en stimulant les échanges, il y a plusieurs synergies qui se sont mises en place. Alors, certaines hein, continuent à fonctionner, d'autres s'arrêtent lorsqu'elles ne sont plus possibles, parce qu'elles ne sont plus rentables ou parce qu'un des acteurs, hein, pour diverses raisons, arrête. Hein. C'est le cas des palettes, par exemple. Hein. Il y avait l'utilisation de palettes hein, pour la création de meubles. Il me semble que voilà, un des acteurs, malheureusement, a subi la crise Covid. Par contre, il y a un partage de compacteurs à carton entre deux commerces, un petit et un gros, donc qui permet voilà, d'optimiser notamment la collecte hein, et la valorisation du carton. Donc là, on a un intérêt environnemental et économique, hein, puisque de fait, hein, le traitement du carton devient moins onéreux lorsqu'il est mieux conditionné. Et on a donc des synergies autour du Covaldem, de nouvelles qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Hein. On est vraiment dans des systèmes vivants, en fait. Hein. Ces relations évoluent au fil de l'eau, hein, tant que les synergies sont pertinentes et rentables pour les acteurs. Elles continuent. Lorsqu'il se passe quelque chose, elles disparaissent et d'autres apparaissent. La petite dernière, hein, c'est autour d'une usine de valorisation énergétique des ordures ménagères à Bessières. Donc, c'est peut-être que David Lambert, s'il veut témoigner, pourra le faire. Hein. Donc, voilà, sur ce genre d'activité, on a naturellement énormément de chaleur dégagée. Une partie de la chaleur est transformée en électricité. Hein. Elle est turbinée. Toute l'énergie ne peut pas être transformée en électricité. Et la chaleur résiduelle, aujourd'hui, elle est utilisée pour faire fonctionner des serres maraîchères hein, qui sont juste à côté. Et il me semble qu'il y a 8 à 10 hectares à peu près de serres hein, qui sont alimentées en chaleur par cette unité de valorisation énergétique hein, des ordures ménagères. S'il n'y avait pas eu de démarche en ce sens, cette chaleur aurait été perdue en fait. Donc là, on a un modèle économique hein, qui est extrêmement pertinent et qui permet d'optimiser justement la consommation d'énergie. Donc voilà pour cette petite présentation de l'écologie industrielle. Je repasse la parole à Caroline. Oui, merci. Donc, pour la suite de ce webinaire, on va vous proposer, en fait, on a prévu de faire une espèce de démonstration, on va dire. On va rentrer dans le détail des aspects qui sont structurants pour l'écologie industrielle et territoriale, l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et on va utiliser pour ça un fil rouge, en fait, un exemple qui va être notre fil conducteur. En fait, on s'est inspiré d'une entreprise existante réellement, mais évidemment, on a transformé son nom. Et en fait, on part de ce qu'elle fait déjà aujourd'hui. Elle est déjà engagée sur pas mal de points. Et on a tiré le fil en fait pour se dire, bon, bah voilà, si elle utilisait les clés en fait, de réflexion de l'EIT, de l'éco-conception, de l'économie de la fonctionnalité, jusqu'où est-ce qu'elle pourrait aller? Donc, on va se servir de cet exemple pas si fictif que ça comme fil rouge. Donc, on a affaire à une entreprise, donc Pause Café, qui propose en fait des machines à café, d'installer des machines à café dans les entreprises. Donc, on est sur un positionnement B2B.
C'est une entreprise relativement jeune, donc pour l'instant, c'est un format de TPE. On a marqué pour l'instant parce qu'elle se porte bien et qu'elle est plutôt en phase de croissance. Et puis, elle a trois modèles d'affaires, enfin trois offres finalement qui correspondent à trois modèles d'affaires un peu différents. On est sur la première offre qui est assez classique finalement, location de machines mise en place dans l'entreprise et puis on va livrer en fonction de la consommation, on va relivrer du café, du thé, du sucre, etc. Elle propose aussi une deuxième offre, une autre offre, où là, c'est un service tout en main, où on payera non plus les consommables, mais on va payer à la tasse à café, donc un peu le même système que quand vous louez une imprimante et c'est plus l'imprimante que vous avez achetée, mais vous allez payer au nombre de photocopies que vous allez consommer dans le mois, par exemple. Là, c'est le même principe. Et puis, elle a tout de même une partie de vente de produits, on va dire, finis, pour les clients qui sont intéressés pour ça, pour vraiment lui acheter directement ces quelques modèles de machines. Donc, nous, on va utiliser cet exemple-là qu'on reprendra régulièrement dans la suite de notre démonstration, on va dire. Et puis, quand on aura fini de vous faire cette présentation-là, on a prévu de vous proposer une courte pause, avec ou sans café, selon vos habitudes. Et après, on reprendra pour vous faire travailler un petit peu. On a construit, avec l'aide d'Élodie, en s'appuyant sur un outil d'Élodie, on a construit une espèce d'auto-questionnaire qu'on voudrait vous faire tester. Qui essaye de faire la synthèse justement entre nos trois thématiques. Donc, vous découvrirez ça tout à l'heure. Donc, on rentre dans le détail de notre exposé, de toujours vous montrer les liens comme ça que nous, on a trouvé entre nos trois thématiques en l'illustrant à chaque fois. Je vais repasser la main à Cyril. Alors, les trois approches qu'on vient de voir, effectivement, sont vraiment ont un point commun quelque part, c'est cette notion de ressources à travers notamment l'objectif de rendre compatibles nos activités avec le fonctionnement de la biosphère. Donc le petit schéma effectivement qui nous est partagé essaie d'illustrer le fonctionnement de notre société contemporaine avec tous les acteurs, les citoyens qui consomment, les producteurs secondaires, les producteurs primaires, les extracteurs de matières premières. Et voilà, le cycle de vie d'un produit, le modèle économique d'une entreprise passe forcément à travers ces flux-là. On a aujourd'hui un enjeu extrêmement important auquel on est confronté et qui est de plus en plus palpable, et en tout cas qui est ressenti aujourd'hui directement par les entreprises, c'est la question des ressources. C'est bien l'essence même de l'économie circulaire, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on vit l'explosion du prix des matières premières dans les entreprises. On va dire depuis 18 mois, c'est un sentiment en tout cas qui n'est plus un sentiment puisqu'il se compte. Et depuis quelques semaines, on a vu que les différents éléments géopolitiques récents ont fait exploser le prix de certaines matières. Donc on est sur des tendances qui vont se poursuivre et on a quand même à travers ces trois outils des choses qui nous permettent de limiter cette exposition au risque ressources en limitant à la fois nos impacts sur l'environnement, puisque l'utilisation de moins de ressources limitera nos impacts, l'utilisation de ressources issues du vivant ou issues du recyclage limitera nos impacts. Et il y a cette ambition aussi de pouvoir restaurer la qualité des écosystèmes. Alors, il me semble que du coup, on part sur le café. Je repasse la parole à Marie. C'est ça. Oui, merci Cyril. L'idée à la suite de ça, c'est justement de vous présenter plusieurs points communs finalement. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce constat-là, cette finalité commune de, si je vous la remontre, si j'y arrive, parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne, de rendre compatibles les activités humaines avec le fonctionnement de la biosphère, à partir de là, on s'est déjà posé la question finalement, qu'est-ce que voulait dire rendre compatibles les activités humaines et surtout comment on pouvait décrire une activité humaine.
Et c'est à partir de ça, à partir de cette description, cette décomposition des activités humaines, qu'on en est arrivé à plusieurs points communs pour mettre en œuvre ces activités-là, qu'on va vous détailler au regard des différents regards qu'on a, nous, au niveau de ce regard justement croisé, avec notre exemple particulier. Le premier point commun dont on a beaucoup discuté et qui est finalement la base du fait de rendre compatibles les activités humaines avec les écosystèmes et l'environnement aujourd'hui, c'est d'avoir une démarche de sobriété des ressources finalement. Tout va être lié aujourd'hui, toute activité va être liée finalement à l'utilisation, à l'exploitation de ressources et surtout aujourd'hui à la surexploitation de beaucoup de ressources. L'idée, c'est que chaque ressource dont on va avoir besoin dans le cycle de vie d'un produit, si on prend l'entrée éco-conception, mais aussi dans un échange de flux ou procédé de fabrication, on va avoir besoin de ressources qui vont avoir des impacts, extraire des ressources, les transformer, les modifier, les utiliser pour arriver à des produits, vont avoir différents impacts à ces différentes étapes du cycle de vie. Et le but de l'éco-conception, notamment en entrée de jeu avec ces ressources-là, ça va être de réduire l'utilisation des ressources, réduire l'impact environnemental lié à ces ressources à la source directement, si possible, dans le but d'avoir derrière quand même une performance d'usage et la réponse à un besoin par la mise en place d'une activité humaine finalement. Toute activité doit avoir une performance d'usage, elle répond à un besoin. Si on a une activité, c'est parce qu'il y a ce besoin en face, on a des clients, des personnes à qui on va s'adresser. Et le but, c'est de pouvoir réduire l'utilisation des ressources en répondant à ce besoin derrière. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir cette vision large en éco-conception, parce que le but, c'est de réduire ces ressources, certes, sur les étapes de fabrication ou même d'usage. Quand on prend notre exemple de justement notre entreprise Post-Café, elle a des impacts environnementaux liés à ces étapes de fabrication de produits, à la fabrication des machines. On a besoin de matières plastiques, on a besoin de matières métalliques, on a besoin de mettre en forme ces éléments, on a besoin de composants électroniques aussi. Mais on a aussi des impacts liés à la phase d'usage, parce qu'on va utiliser du café, parce qu'on va utiliser de l'eau, parce que les machines consomment de l'électricité et ces consommations-là sont aussi des ressources dont on va avoir besoin tout au long de la vie du produit. Un des objectifs de l'éco-conception, ça va être justement d'étudier l'ensemble de ce cycle de vie produit pour essayer de réduire les impacts environnementaux des matières à différentes étapes sans faire ce qu'on va appeler un transfert d'impact, c'est-à-dire se dire que, certes, si l'entreprise Post-Café met sur le marché une nouvelle machine qui permet d'utiliser 2 fois moins de café pour réaliser une tasse de café avec la même force, en caféine, en café, etc. Mais que pour ce faire, elle a besoin d'avoir une machine qui monte en pression à une pression 2 fois supérieure et que du coup, pour ce faire, on a besoin de composants plus lourds ou composants avec des ressources plus particulières pour arriver à cette solution-là. Bon, on risque d'avoir ce transfert d'impact qui se fait. Et le but, c'est de faire en sorte qu'on ait quand même un gain environnemental derrière. Donc, si le fait de mettre moins de café à l'usage entraîne le fait d'avoir des matières premières plus polluantes à l'origine, ça n'a pas de sens derrière. Par contre, l'idée derrière, ça va être d'avoir cette vision globale pour voir les choses différemment et derrière, innover de plein de façons différentes. Cette réflexion-là, du coup, elle va beaucoup se faire avec la réflexion autour des enjeux environnementaux pour Post-Café, sur le café lui-même, sur les ressources à la production, sur les différentes transformations, les étapes de transformation qui vont avoir lieu jusqu'à avoir la fameuse tasse de boisson chaude qu'on connaît tous. Et surtout, ce qui a été fait par cette entreprise, c'est un constat que pour arriver à une tasse de café, l'impact environnemental d'une tasse de café venait à 50% de la machine elle-même. Du fait de sa fabrication, donc des ressources et des matières, des étapes de fabrication dont on avait besoin, mais aussi du fait de sa consommation à l'usage. Donc, l'idée derrière, ça a été pour elle de mettre en œuvre des actions pour réduire l'impact environnemental de cette machine. Alors, on a quand même besoin de fabriquer des machines, donc on ne peut pas aller on ne peut pas tout se passer de machines, se passer de ressources, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une machine qui soit le plus sobre possible sur ces éléments-là. Et on reviendra plus tard du coup sur concrètement par quoi on passe et quel type de matière, de ressources matérielles ou pas, on va utiliser là-dessus.
Mais c'est le premier vrai point commun de se poser la question de finalement comment on peut réduire au maximum les ressources dont on va avoir besoin grâce aux différents leviers, aux différents outils qu'on va avoir en face de nous. À la suite de ce premier point commun, un deuxième va suivre. Je te relaisse la parole, Caroline, peut-être pour introduire la vidéo d'Élodie. Oui, tout à fait. Ce deuxième point commun, c'est Élodie qui va nous en parler. Donc, effectivement, avec une focale économie de la fonctionnalité, hein, mais vous aurez compris qu'à chaque fois, l'idée, c'est de voir que ce qu'on dit là sur un des concepts, en fait, se décline aussi sur les deux autres thématiques. Donc, le deuxième point commun qu'on a identifié, c'est cette notion de raison d'être et de proposition de valeur pour les entreprises, qui est un point de démarrage et ou d'ancrage des réflexions en EFC et qui peut permettre à de se diriger sur des innovations finalement ou des remises en cause en fait du fonctionnement ou du modèle de l'entreprise qui peuvent amener à des sortes de révolutions internes extrêmement intéressantes. Donc sans plus tarder, je vais vous passer la deuxième vidéo d'Élodie qui nous explicite cela. J'arrive à cliquer. Ah. Voilà. Donc effectivement, Marie, l'innovation aujourd'hui, pour l'innovation, ça n'a plus de sens. L'innovation, elle se doit d'être utile au service de ses bénéficiaires, au service des grandes fonctions de la vie et contribuer à prendre soin du territoire et de la biosphère. Et c'est comme ça qu'en économie de la fonctionnalité et de la coopération, on invite les entreprises à définir une raison d'être qui soit au service des grandes fonctions de la vie, au service des grands besoins fondamentaux, tout en dans une logique de préservation de la biosphère. Parce que l'innovation, aujourd'hui, on a dit qu'elle devait être sobre, mais elle se doit aussi d'être utile. Dans cette logique-là, se pose la question des effets générés par l'activité de l'entreprise. Et par activité, vous comprendrez qu'on entend à la fois ce qu'elle produit, ce que l'offre produit, dans ces deux dimensions, à la fois ce que l'entreprise produit et ce que l'offre produit elle-même. Ces effets peuvent être à la fois intentionnels et non intentionnels. Quand on parle d'effets non intentionnels, on parle d'externalité. Et dans une logique de sobriété, la mission va être double. D'un côté, limiter, diminuer les effets négatifs dans un aspect de responsabilité des entreprises. Et dans une autre dimension, c'est de faire grandir autant que possible les effets positifs et leur utilité. Cette valeur existe et se trouve dans l'usage et même dans la performance d'usage qui en est fait. Et l'attention alors est portée sur la valeur d'usage du bien d'un service. Et quand on fait ça, on parle de logique servicielle, la logique servicielle versus la logique industrielle, où là, on va parler de volume et de standardisation. Alors, on va rentrer dans le cas concret de la société qui commercialise du café pour venir s'interroger justement à qu'est-ce que fait cette entreprise-là? L'entreprise, sur son bon de commande, il est souvent indiqué qu'elle vend des machines à café. Si on veut l'amener encore un petit peu plus loin dans son processus de vente, on peut s'interroger sur quelles sont les innovations possibles à ce stade-là. Elle peut peut-être vendre plusieurs types de machines et plusieurs types de cafés, notamment s'orienter vers des cafés peut-être un peu plus équitables. Ça, c'est le premier niveau en termes d'utilité. Si on va encore un peu plus loin et qu'on se demande, mais à quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert de vendre des machines à café? L'étape d'après, ça pourrait être, par exemple, en termes d'innovation, vers la production et la vente de machines à boissons d'eau chaude. Et là, à ce moment-là, un nouveau spectre d'innovation arrive et on peut imaginer la commercialisation de thé ou de potage. Allons encore un petit peu plus loin pour s'intéresser dans ce processus de à quoi ça sert. Et l'étape d'après pourrait être de dire, alors à quoi ça sert de faire ça? Ça peut servir à contribuer à la convivialité en entreprise. Et quand on ouvre ce champ-là des possibles, on peut imaginer s'associer avec un architecte d'intérieur pour venir créer un cadre autour de cette boisson d'eau chaude, de cette machine à boisson d'eau chaude qui va favoriser la convivialité en entreprise. On peut revisiter, réinterroger la question du travail et des pauses. On peut venir co-construire la valeur d'une pause dans une entreprise. On peut venir aussi, en termes d'innovation, s'interroger sur quelles sont les informations et les données captées par mes collaborateurs sur les différents lieux
où sont déposées les machines à café. Et là, on ouvre à nouveau un autre champ possible d'innovation au service de quelque chose d'encore un peu plus grand, qui est la convivialité des entreprises. Si on est vraiment fou, on peut aller encore plus loin dans la question de à quoi ça sert ce que fait l'entreprise à partir de cette question de convivialité et aller sur des enjeux de participation du plaisir. Ouh là là, peut-être que là, en tant que chef d'entreprise, on peut se dire, pouf, la sphère plaisir, c'est un petit peu trop décorrélé du travail initial. Et aujourd'hui, on préfère peut-être juste rester à une échelle intermédiaire qui est la convivialité dans les entreprises. Et c'est déjà très bien. Parce qu'on peut déjà avoir pas mal de leviers d'innovation. On aurait pu prendre un autre biais qui est le biais de qu'est-ce qui se passe à la machine à café de si extraordinaire. Eh bien, on décilote les services entre eux et on soutient des processus d'innovation. Et ça aussi, ça peut être intéressant de se dire, tiens, comment est-ce qu'en tant qu'acteur, je peux contribuer peut-être à bosser avec des gens qui ont des compétences complémentaires de type intelligence collective, facilitation de l'émergence de la créativité dans les entreprises, pour aller aussi explorer ce champ de la créativité. Voilà ce qu'amène la proposition de valeur et la raison d'être pour pouvoir orienter les organisations à être plus utiles et au service d'enjeux encore plus grands que ce que portait l'entreprise au départ. Voilà pour la démonstration d'Élodie sur cette notion de raison d'être et d'utilité. On va poursuivre avec un troisième point commun qu'on a trouvé entre nos trois thématiques, qui est celle de la… Donc là, voilà, vous aviez un petit schéma que vous retrouvez qui était une synthèse de ce que disait Élodie. Donc, voilà, vous voyez, c'est le… Merci Marie. Du coup, simplement cette notion de croissance finalement de la réflexion et d'aller de plus en plus loin avec, comme disait Élodie, bon, on peut peut-être s'arrêter quand on sent qu'on dépasse un peu le cadre conceptuel d'origine de l'entreprise aussi, mais c'était vraiment pour montrer à quel point ça peut pousser loin finalement dans les partenariats, les innovations. Donc, partenariat, vous voyez où on veut en venir, hein, on se raccroche à la notion dans l'EIT aussi, les notions de coopération et éventuellement de co-création d'activités font partie du champ des possibles. Donc, vous voyez qu'on peut se ramifier d'une approche à l'autre en prenant ces différentes portes d'entrée. Donc, allons sur notre troisième point commun maintenant, qui est cette question des ressources. Et on va parler à la fois de ressources matérielles et de ressources immatérielles et de voir comment aussi il peut y avoir une balance éventuellement de l'un à l'autre. Et c'est là que ça devient aussi intéressant dans nos trois approches. Marie, c'est toi qui nous en parles. Il faut que tu rebranches ton micro. Oui, toutes mes excuses. Tout à fait. Alors, en effet, on a vu que le premier point, c'était d'être sobre au maximum dans nos ressources. Cette question de sobriété soulevée, comment on fait pour être plus sobre? On va mettre en place des logiques d'innovation. Qu'est-ce qu'on peut inventer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre de nouveau, d'innovant pour aller là-dessus? Cette partie-là, elle est aussi liée, finalement, cette innovation va être aussi liée à ce que l'entreprise veut faire, quelle est sa raison d'être, sa raison de fonctionner. Et derrière, une fois qu'on a mis en œuvre qu'on a trouvé cette raison d'être et qu'on sait au service de quoi on veut mettre en place une activité, on va s'intéresser à comment on la met en place. Et c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, on a besoin de ressources, quoi qu'il advienne, pour mettre en œuvre une activité, pour rendre un service, pour rendre une fonction. Alors, on va parler à la fois de ressources matérielles. Dans les ressources matérielles, on va avoir tout ce qui génère des impacts, finalement, tout ce qui est matière issue de la biomasse, combustible fossile, l'utilisation des sols, fait aussi partie des ressources matérielles, l'utilisation des métaux, l'extraction des métaux, son utilisation, des minerais, l'utilisation d'eau, l'utilisation de matériaux de construction, etc. Toute la quantité des flux, finalement, dont on va avoir besoin à chaque étape. Ça sont les ressources matérielles et on va aussi avoir en parallèle de ça, pour construire une activité, on n'a pas seulement besoin de ces ressources, on a besoin de les mettre en œuvre, de les organiser. Et pour ça, on va avoir besoin de compétences, de savoir-faire technique. On va avoir besoin d'avoir une vision sur la pertinence de l'activité et de son organisation. On va avoir aussi des ressources qui sont liées à la confiance, à la santé, etc. L'ensemble de nos sujets, finalement, vont traiter différemment ces problématiques de ressources matérielles et immatérielles. Quand on va les aborder sous le point de vue de l'UFC, on le verra tout à l'heure, on va parler plutôt à la place de vente de produits, on va plutôt parler de vente de produits-services ou de prestations de services, donc de ce transfert potentiel entre les ressources matérielles et immatérielles.
Quand on va parler de IT, on va parler de mutualisation de ces ressources, que ce soit des ressources immatérielles pour optimiser les activités de l'entreprise, mais aussi de ressources matérielles pour en intensifier l'usage finalement. Et quand on parle d'éco-conception, on va parler d'optimisation de ces ressources. Alors, on va surtout aborder les ressources matérielles quand on parle d'éco-conception. C'est là aussi qu'on voit la complémentarité entre nos trois sujets. Et quand on parle d'éco-conception, l'idée, ça va être d'aborder le sujet des ressources matérielles sous l'angle de la marge de manœuvre, de la maîtrise que je vais avoir moi en tant qu'entreprise sur les ressources que je vais utiliser ou que je vais générer. Donc, on va un peu parler de ce qu'on appelle la maîtrise et l'influence sur les impacts environnementaux. Est-ce que je maîtrise les impacts environnementaux? Est-ce que je peux les modifier, ces impacts qui ont lieu, par exemple, chez mon fournisseur ou chez mon sous-traitant? Parce que lui va me fabriquer une partie de mon produit fini. Par exemple, le fournisseur Postcafé ne fait pas des machines, il les achète à un fournisseur. Et ces machines-là, comment est-ce que Postcafé peut influer sur les impacts générés à sa fabrication? Comment est-ce qu'on peut les prendre en compte dans le cycle de vie et comment est-ce qu'on peut discuter avec ces parties prenantes sur toute la chaîne de valeur pour améliorer ces impacts à tous ces niveaux, tout en restant en lien avec la proposition de valeur. Postcafé veut quand même proposer des machines qui soient fonctionnelles, qui puissent durer longtemps dans les bureaux dans lesquels ils les installent, qu'elles puissent être accessibles à tous les employés en entreprise, etc. Donc répondre quand même à une proposition de valeur qui a un sens aussi pour la clientèle derrière, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ces éléments-là, du coup, cette problématique de ressources matérielles, on va l'aborder sur deux sujets. Le premier point, ça va être à tout instant du cycle de vie, dans tous les cas, se poser la question de comment je peux réduire, repenser mon besoin pour innover sur le système, c'est-à-dire faire mieux finalement avec moins de ressources, répondre à ma proposition de valeur du mieux possible avec moins de ressources possibles derrière. Et ça va nourrir des enjeux de mutualisation finalement, et on revient sur les concepts potentiellement aussi de l'EIT. On va aussi parler de reconception de produits, interroger la fonction du composant, de chaque composant de notre machine à café pour voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Est-ce que finalement on ne peut pas mutualiser ce composant avec un autre sur lequel on rajouterait cette fonction-là? Est-ce qu'on ne peut pas modifier la conception de nos machines pour qu'elles répondent mieux à des problématiques de location plutôt que de vente, donc elles soient facilement réparables, avec des pièces standardisées, par des personnes qui n'aient pas besoin d'être spécialisées dans une machine très précise. Ça, c'est le premier point, comment on fait mieux avec moins. On repense, on réduit le besoin. Et l'autre piste, c'est se dire que peut-être qu'on ne peut pas réduire le besoin, on l'a déjà optimisé au maximum, on a déjà revu cette raison d'être, mais comment est-ce qu'on peut réduire l'impact pour répondre aux mêmes besoins finalement et utiliser des innovations technologiques. Là, on va de nouveau aller sur de l'innovation plus spécifique, innover sur de nouvelles matières, sur l'intégration de matières recyclées à plus grande échelle, à plus grand pourcentage, innover sur des process de fabrication qui seraient plus propres, plus sobres aussi, des nouvelles technologies potentiellement, comment est-ce qu'on peut toujours faire du café mais en consommant moins d'énergie, en utilisant des solutions alternatives. Et derrière, ça peut aussi entraîner des collaborations sur toute la chaîne de valeur, finalement, à la suite de ça. L'idée de l'éco-conception, c'est quand même d'arbitrer à chaque niveau, que ce soit en repensant le besoin ou en repensant la façon dont on va le rendre. On va arbitrer à chaque niveau avec la vérification, la mesure de l'impact environnemental de nos solutions, pour vérifier que derrière, on ait bien une solution environnementale qui soit réellement moins impactante. Pour Postcafé, l'idée, ça va être potentiellement de revoir la logique de service, de mieux valoriser la location et comment est-ce qu'on met en place un système de location qui soit pérenne à la fois pour l'entreprise et pour le client. Comment est-ce qu'on va réorganiser peut-être les tournées de notre entreprise entre différentes machines pour la maintenance ou pour le réassort en café, en sucre, etc. Avec quel véhicule on va aussi faire ces tournées pour qu'elles soient les plus optimisées et du coup les moins impactantes possibles, parce que c'est aussi l'enjeu quand on fait de la location avec de l'entretien, c'est qu'on a beaucoup de kilomètres de déplacement qui vont être liés à cet entretien et il faut aussi optimiser cette partie-là. Comment est-ce qu'on va faire en sorte de, peut-être, quand on récupère nos machines en fin de location, les remettre en service, les remettre dans la boucle en les réparant, en les remettant en neuf
pour repartir dans un cycle de location dans une autre entreprise, ce qui évite aussi de refabriquer des machines à chaque fois, mais de les réintégrer dans une boucle plus optimisée et qui fasse partie du process pour que derrière l'entreprise aussi ne soit pas perdante et avoir un problème, une problématique, un cheminement optimisé, etc. Donc là, c'est les réflexions qu'on peut avoir sur les ressources vraiment matérielles dont l'entreprise va avoir besoin pour réaliser son activité. Pour aller plus loin, et on va faire aussi le lien avec les ressources immatérielles et concrètement, comment est-ce qu'on peut avoir un impact là-dessus et une réflexion sur cette partie de ressources plutôt immatérielles. Et là, je pense que c'est de nouveau Élodie qui va nous en parler. Tout à fait. La fameuse notion d'effet ciseau qui va nous être présentée par Élodie. C'est parti. Donc, effectivement, comme on le disait au départ, tout l'enjeu de ce qui nous rassemble, c'est de s'inscrire dans une logique de sobriété sur la partie de la façon avec laquelle on va développer et mobiliser les ressources matérielles. Alors, souvent, dans cette logique-là, c'est des logiques, par exemple, quand on va dans des démarches d'éco-conception et qu'on va investir du temps et de l'argent dans des processus d'innovation, on se retrouve confronté à mais comment est-ce qu'on peut vendre un produit qui nous a coûté plus cher de par son processus de développement sur un marché où il y a un enjeu qui reste de concurrence, on compare un produit à un autre. Eh bien, en économie de la fonctionnalité de la coopération, on parle d'un truc qui s'appelle l'effet ciseau. C'est un grand mot pour dire qu'on invite les entreprises à s'inscrire dans une logique de sobriété, dans la façon de consommer les ressources matérielles et à compenser cette part-là de décroissance par une création de valeur par un autre biais. Cet autre biais, c'est quoi? Ça s'appelle les ressources immatérielles. Qu'est-ce que c'est que les ressources immatérielles? C'est tout ce qui touche aux ressources managériales, organisationnelles, celles associées à la compétence, par exemple. On parle de sens, de cohérence, de reconnaissance. Celles-ci, c'est toutes celles qui sont liées à la ressource santé au travail. Et c'est au travers des situations de travail, c'est dans le travail réel que se révèlent ces ressources immatérielles qui permettent de concevoir et de mettre en œuvre un service pertinent pour tous. Et c'est comme ça qu'on va allier produits et services et donc offre servicielle. Et toute la logique, en fait, c'est de s'inscrire dans une logique où on va tendre progressivement par réduire au maximum la façon de mobiliser les ressources matérielles et de compenser cette réduction de création de valeur par un autre biais de création de valeur qui est celle en lien avec les compétences, les ressources humaines, on peut dire de façon plus large. Je lui ai coupé la chic au montage, désolée. Vous aurez compris que c'était son dernier mot. On va pouvoir repasser sur le diaporama. On a encore 2 autres points communs à vous présenter sur les liens entre nos 2 thématiques. Et pour la question des écosystèmes d'acteurs, je passe la parole à Cyril. Activer mon micro, ça fonctionnera mieux. Merci beaucoup. Alors, on a vu effectivement tout un tas de points communs pour rebondir sur la fin de l'intervention d'Élodie, ces fameuses ressources immatérielles. Elles vont nous être utiles aussi en écologie industrielle, puisque pour passer de l'identification des pistes de synergie à la mise en œuvre, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'expertise, il faut qu'il y ait du travail en commun. Et ça se passe notamment à travers ces logiques de coopération. C'est-à-dire que on a nécessairement une coopération d'acteurs. Marie l'a expliqué, en éco-conception, c'est déjà en interne à l'entreprise, on va dire que tous les types d'acteurs sont mobilisés, de l'acheteur au commercial, en passant par toutes les fonctions de l'entreprise. Et il y a aussi un gros travail à faire avec les fournisseurs tout le long de la supply chain. En écologie industrielle, naturellement, la coopération, elle est vraiment au cœur on va dire, des synergies. La différence qu'on va avoir effectivement peut-être entre les 2 approches, c'est que l'éco-conception, on va dire, on va se projeter vraiment sur toute la supply chain qui n'est pas forcément localisée sur le territoire, alors qu'en écologie industrielle, on travaille avec des acteurs qui ne font pas du tout partie de votre secteur d'activité parfois.
mais qui vont vous permettre de mettre en place des synergies. Donc, on n'est plus dans cette inscription vraiment dans une chaîne de valeur particulière. On peut être de différents secteurs d'activité, mais en coopérant, on va trouver ces fameuses interactions potentielles et arriver à mettre en place ces synergies. Donc, je rebondis aussi parce que je pense que c'est Elodie qui a abordé le sujet. La coopération avec des acteurs en économie de fonctionnalité, ça peut être le démarrage d'un travail avec des confrères, en tout cas des nouveaux acteurs avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Cet architecte d'intérieur, lorsqu'on fabrique des machines à café, bon, il est pas tout le temps, il fait pas tout le temps partie on va dire, des gens avec qui on collabore. Et donc, du coup, là aussi, on va aller chercher des collaborations, on va travailler à une autre échelle et on va avancer vers la mise en œuvre de ces solutions qui s'imbriquent de toute façon, puisque, prenons le cas de cette fameuse machine à café, si on se pose la question comment limiter les impacts des tournées de maintenance, comme le disait Marie, tout simplement peut-être en essayant d'optimiser ces flux de déplacement. Pourquoi pas en récupérant du café, en l'amenant à un point de valorisation qui est sur le territoire, donc une synergie avec quelqu'un qui fait pousser des champignons, qui trouvera ça fort utile, le marc de café, ou voilà, quelqu'un qui fait des toitures végétalisées. On l'a vu à La Rochelle, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Donc, je repasse la parole, je crois, à Caroline. Oui, voilà. C'est pour un peu synthétiser ce qui était dit précédemment, le présenter sous forme schématique. En fait, ce qu'on a pu voir là, c'est qu'à travers des approches qui sont différentes, on voit qu'il y a une forte complémentarité, et notamment sur cette question, des écosystèmes d'acteurs et de la coopération entre acteurs qui est nécessaire, et deux, cette question de l'échelle aussi, de la pertinence de l'échelle territoriale, géographique. Et c'est ce qu'essaye de représenter ce petit schéma, de se dire que selon la porte d'entrée, on va dire, que l'on va prendre, que ce soit l'EIT, l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception, on va peut-être être une focale géographique parfois différente, même si dans le fond, on va avoir des valeurs communes, tout ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, notamment sobriété, recherche de réduction d'impact sur les ressources, appuyer l'utilité de l'entreprise, la création de valeur, etc. Donc, on a déjà le noyau dur de l'entreprise en tant que telle, sur laquelle on travaille notamment pas mal en éco-conception. Vous avez peut-être vu là, le terme désiloter les services dans le schéma précédent, où il y avait la focale sur l'éco-conception. Marie, tu nous expliques souvent ça aussi, que c'est l'occasion d'une coopération souvent, enfin d'une transversalité au sein des services ou des directions d'une même entreprise pour qu'elles trouvent elles-mêmes les solutions finalement, qu'elles innovent sur le plan de l'éco-conception. C'est ça, en interne, c'est vraiment aussi cette réflexion, ce projet d'éco-conception qui peut être amené sur une entreprise. Il va être amené en cohérence avec l'activité de l'entreprise au sens large et donc tous ses services. Et comme le disait aussi Cyril tout à l'heure, on va en effet à la fois travailler avec les problématiques des acheteurs, avec la production, avec les équipes logistiques, avec les équipes de communication aussi qui vont derrière, qui vont valoriser tout ce qui a été fait par les autres services auprès des clients. Il faut faire ça de la bonne façon, donc ça va obliger quelque part à travailler tous autour de la table avec une équipe qui va être transversale. Et cette transversalité qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir en entreprise, c'est elle aussi qui va être moteur de l'innovation. Ce que tu as dit aussi précédemment, Marie, tu as parlé de la notion de maîtrise des impacts environnementaux et de l'influence. On l'entend aussi comme ça en se disant, bon, quelle est ma zone de maîtrise? On va dire le plus simple, entre guillemets, et je mets des guillemets, c'est déjà le fonctionnement de l'entreprise parce qu'on est entre salariés, entre collaborateurs. Et après, quand je veux aller au niveau stratégie d'influence, là, je commence à essayer de toucher ma chaîne de valeur, donc mes partenaires, mes fournisseurs et ou mes clients. Et là, c'est une chaîne plus distendue, on va dire, en termes de prise de décision, et ça peut peut-être aussi prendre plus de temps ou être des étapes suivantes supplémentaires.
à fait. C'est aussi un vrai enjeu de pouvoir travailler sur toute la chaîne de valeur et mesurer, enfin, modifier nos impacts, l'impact pas seulement de l'entreprise, mais aussi de ce qui se passe ailleurs. Et c'est souvent un vrai frein pour les entreprises de se dire, ah ben moi, j'ai bien vu que j'ai fait une étude, j'ai bien vu que mes impacts environnementaux, ils sont dans ma phase de fabrication. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne fabrique pas euh, je ne fabrique pas mes pièces plastiques pour faire ma machine à café. Donc, du coup, je ne suis pas plasturgiste, je ne peux pas travailler là-dessus. D'où le fait de se poser la question de est-ce que je peux aller échanger avec mon plasturgiste pour se poser ces questions ou est-ce que je n'ai pas de maîtrise sur ce qu'il va faire, ni de possibilité de l'influencer pour avoir des process différents, changer le type de plastique utilisé, etc. Et c'est en ça que c'est un écosystème d'acteurs qui est différent de celui qui va être touché en EFC et en EIT parce qu'on est sur quelque chose de plus territorial. Nous, on va plutôt être sur les chaînes de valeur pour faire un produit qui n'est pas forcément proche, mais c'est aussi une stratégie d'éco-conception qui va être intéressante et qui va rejoindre vos intérêts que de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour rapprocher géographiquement mes chaînes de valeur aussi pour que l'échange soit peut-être plus facile et donc l'influence, la maîtrise qu'on va avoir envers ce fournisseur soit aussi plus forte pour aller dans le même sens finalement. Oui, tout à fait. Et comme le disait tout à l'heure Cyril en introduction, l'actualité nous a mis cet enjeu-là crûment sous le nez aussi. Et les entreprises qu'on croise dans tous les réseaux voilà, ont bien pris conscience de cet enjeu stratégique finalement, à avoir aussi une partie, une forme de parfois relocalisation quand c'est possible des relations partenariales, stratégiques, commerciales. Ça dépend de où est-ce qu'on se situe sur la chaîne de valeur. Comme le disait aussi Cyril tout à l'heure, nous, la différence sur le IT, c'est que justement, les entreprises avec lesquelles on va essayer de mettre en place des synergies ne sont pas forcément sur la même chaîne de valeur. C'est même plutôt pas la situation la plus courante. On est plutôt à opérer finalement des synergies entre des acteurs très différents qui opèrent dans des champs plutôt très différents, et y compris pas que de l'industriel ensemble, bien entendu, mais ça peut être de l'industriel avec du secondaire et du tertiaire. Vous êtes, pour ceux qui sont dans les démarches de l'IT, vous êtes bien placés pour le savoir. Je passe à la diapo suivante. Pareil, c'est plutôt une synthèse de ce qu'on a dit là finalement, parce qu'on a déjà dit ce mot de coopération, mais qui est pour nous aussi un point essentiel et qui fait vraiment sens commun entre nos trois approches, qui est cette notion de coopération entre les acteurs. Puisque finalement, sans coopération, pas d'intelligence collective. Cyril a employé le mot aussi, le terme de confiance, qui est souvent un mot qui revient au moins dans les démarches de IT, pour pouvoir mettre en place des partages, des synergies ou des mutualisations. Donc, que ce soit de la ressource immatérielle ou de la ressource matérielle, finalement, il faut qu'il y ait coopération entre les acteurs pour qu'il puisse y avoir quelque chose de mis en commun, en tout cas de mutualisation quand on parle de l'IT. On va aller sur la synthèse de nos propos, et puis après on vous proposera quelques temps d'échange. Pour faire court sur la synthèse, on a déjà dit beaucoup de choses pour mettre en parallèle ces trois thématiques d'éco-conception de IT et de FC. On a choisi de vous résumer ça sous forme de mots-clés, finalement, quelques mots-clés qui vont définir dans les grandes lignes ces trois thématiques qui ensuite s'imbriquent finalement quand on va mener une vraie démarche de réduction d'impact, de mettre en cohérence ces activités avec le fonctionnement des écosystèmes. Quand on parle d'éco-conception, on va parler d'efficience, donc on va optimiser. On va parler de produits ou de services et regarder toute la partie cycle de vie autour de ces produits et services dans le but de réduire l'impact. Donc, on va vraiment parler de réduction d'impact. C'est l'objectif de la démarche d'éco-conception. Elle est vraiment ancrée là-dessus. Donc, il va y avoir une mesure pour réduire les impacts. Pour réduire les impacts, les stratégies, les pistes qu'on va mettre en œuvre vont être faites en transversalité. Le projet d'éco-conception va vraiment être amené en cohérence avec cette transversalité et les besoins, les attentes de chaque service de l'entreprise, dans le but derrière d'avoir une stratégie globale d'entreprise. C'est les stratégies qui fonctionnent le mieux, les projets d'éco-conception qui réussissent le mieux, sont des projets qui sont portés par la direction d'entreprise réellement, parce qu'elle va vraiment inclure ces notions de réduction d'impact dans
dans la stratégie d'entreprise et donc se donner les moyens derrière de réellement avoir un impact positif sur l'environnement au sens large, mais aussi son environnement proche aussi au sens du territoire. Je vous laisse peut-être parler des mots-clés de l'EIT Oui. en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, vous avez remarqué qu'on n'a pas mis ressources, hein, il n'y a pas de hashtag ressources parce qu'il est présent hein, dans les trois thématiques en termes de mots-clés. L'écologie industrielle, par contre, effectivement, donc là, on ne s'inscrit pas forcément dans une chaîne de valeur hein, pour l'entreprise, on s'inscrit dans un territoire, on va essayer de créer ces fameuses synergies avec ses voisins, avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude, effectivement, de collaborer, qui ne sont pas forcément du même secteur d'activité. Ça passe naturellement par de la coopération avec le petit mot hein, qu'on a tous répété au moins une fois, c'est confiance, parce que pour coopérer, déjà au sein d'une chaîne de valeur où on se connaît un peu, il faut de la confiance. Alors, entre acteurs qui ne sont pas tout à fait du même secteur d'activité, il en faut. L'objectif hein, derrière tout ça, c'est d'optimiser hein, la circulation et la consommation des flux du champ, on va dire, du tissu économique du territoire à travers ces fameuses créations de synergies. Je fais le FC aussi, je peux. Si... Oui, vas-y, t'es lancé. Si t'es lancé, vas-y. Donc le FC, hein, alors on retrouve cette question de sobriété, d'utilité aussi hein, de ce qui est proposé. Il y a un questionnement profond effectivement de ce que l'entreprise propose en termes du coup, alors j'allais dire hein, de produits ou de services, en tout cas D'offres. d'offres, tout simplement. Merci beaucoup. Il y a cette idée aussi de créer de la valeur différemment, hein, en ne s'appuyant pas forcément non plus hein, sur une innovation qui va générer tout simplement de nouvelles consommations de ressources. Hein. L'innovation peut passer aussi par tout simplement un nouveau modèle économique, un nouveau type d'offre. Et puis là où on va, j'allais dire, hein, quelque part, trouver de forts points communs aussi avec l'éco-conception, c'est que c'est une question stratégique qui doit être portée par le management et qui passe aussi hein, par la coopération avec, déjà au sein de l'entreprise, mais également avec ses clients et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, avant de passer à la petite pause qu'on voulait vous proposer rapide, on est preneur de vos réactions ou s'il y a une ou deux questions parmi les participants. Donc, si vous avez une réaction, vous ouvrez votre micro et puis on vous passe la parole. Ou une question, bien entendu. Laisse quelques secondes, le temps que les gens cliquent sur le bouton. Soit on a été très clair, soit pas du tout. Soit c'est lors de la pause café. Bon, on va vous proposer la petite pause. Comme ça, si vous voulez. Ah, David. Non, c'est pour la pause, justement. Tu prends la pause. Ouais. On vous propose de la faire relativement courte parce qu'après, on va vous faire travailler. Donc, il y aura de nouveau un petit temps de latence. Donc, on vous propose 5 minutes de se retrouver dans 5 minutes. Donc, on reprend à 11 heures. Allez, ça ferait 18 sur mon ordinateur. 19, allez. Allez, 11h20, on est magnanime. Ce sera tout rond. Bonne pause et puis à tout de suite. Voilà, donc retour pour une petite séance de mise en pratique. On va pouvoir afficher la diapo suivante, si tu peux nous l'afficher, Marie. Et Cyril, si tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les consignes. Alors les consignes, ça va être de vous mettre dans la peau d'une entreprise en fait. L'idée c'est que on voit bien qu'on a des outils qui sont totalement complémentaires, qui vont adresser des besoins qui peuvent parfois un petit peu diverger hein, selon les outils qu'on peut mettre en face.
Et l'idée, ça a été de vous proposer un questionnaire. Alors, c'est expérimental, hein, comme Caroline l'a dit, issu d'un travail à quatre mains. Voilà, pour vous permettre, lorsque vous sentez qu'une entreprise a des enjeux liés à ces questions de ressources, de la questionner et de voir quels sont les outils en fait, qui pourraient répondre à un certain nombre de ces besoins. Donc l'idée, ça va être, on va vous envoyer, on va mettre à disposition le questionnaire qui est un Excel. Donc de télécharger ce tableur, de prendre 15 minutes pour on va dire, le remplir, et puis que l'on partage effectivement pendant une vingtaine de minutes ces résultats. Voilà, pour que vous puissiez nous faire un retour là-dessus et puis voir effectivement comment ça peut être utile lorsque voilà, vous rencontrez des entreprises de votre démarche ou de votre territoire. Ça peut être voilà, un élément pour leur fournir des réponses, en tout cas les orienter vers des outils qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, normalement, vous avez vu apparaître dans le chat un fichier qui s'appelle Atelier, Contexte, Entreprise, donc un fichier Excel qu'il faut télécharger, tout simplement. Comme ça, vous allez pouvoir l'ouvrir et le remplir directement sur votre ordinateur. Et donc, on a Cyril Oliver qui nous écoute. Donc, à la prochaine, Cyril. Donc, faites-nous signe si jamais vous ne voyez pas le document ou si vous avez des problèmes pour le télécharger ou l'ouvrir. Normalement, il n'est pas particulièrement sécurisé. Et donc, vous allez travailler pour vous voilà, pendant 10-15 minutes. Et puis après, on vous proposera un partage de ce que ça donne pour que vous puissiez voilà, rebondir sur l'exercice. Et donc, comme le disait Cyril, même si vous-même, vous ne représentez a priori pas une entreprise en particulier, on vous demande de vous mettre dans la peau de l'entreprise principale de votre territoire ou de votre démarche de IT. Voilà, vous projeter dans un cas particulier et essayer de répondre à ces questions-là. Je ne vois pas de micro qui s'ouvre, je ne vois pas de main levée dans le chat, donc j'en déduis que ça va pour tout le monde. Pareil, je vais interrompre l'enregistrement pour le webinaire, le temps de l'exercice. Normalement, il est coupé là, c'est bizarre, il n'y a pas eu de message, c'est étrange. Ah. Voilà, donc juste on disait, retour sur l'exercice que tu as fait, toi David, sur une entreprise de pompe hydraulique pour bateau, c'est bien ça? Exactement. Merci. Bon, mais que je ne connais pas dans le détail leur activité, ils ont quelques salariés, etc. Mais voilà. Non, les questions très intéressantes. Après, effectivement, vers la fin, il y avait quelques-unes où c'était sur des questions sur le marché. Est-ce qu'un marché sensible à l'impact environnemental, etc. C'est des questions très difficiles, je pense, à répondre comme ça, en fait, pour les entreprises qui auront utilisé cet outil, qui est quand même, moi, je trouve assez pertinent, qui permet quand même de se poser effectivement les bonnes questions, en tout cas évidemment des bonnes questions pour nous qui sommes sensibilisés à ça, mais des questions intéressantes et je pense pour lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce type de questions, justement. Le petit résultat, parce qu'on voit qu'il y a 0 pas d'enjeu et sans votre contexte se prête à entamer une réflexion. Moi, là, en mettant mes notes, je fais une quarantaine de points sur les 3, en fait, les 3 items. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce que je dois faire, en fait, parce que là, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est entre les 3, mon cœur balance et voilà, je fais. Voilà. Est-ce qu'il y a une graduation, je ne sais pas, c'est ce qui est méthode de dire, voilà, vous êtes à 40. Pardon. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec les réseaux. Enfin, je ne sais pas. Peut-être ça à améliorer. Mais voilà, ouais, vous avez le question. J'en profite pour la partager en ligne, comme ça, si on a des futurs lecteurs webinaires en visio. Après,
Moi, il y a des questions aujourd'hui, effectivement, quand on me dit l'entreprise est exposée à un risque d'augmentation de prix de l'énergie, des matériaux, etc. Je pense que là, oui, ça parle, évidemment. Enfin, voilà, j'ai pas d'autres points en plus. Bah, moi, j'ai pas eu de difficulté trop à répondre parce que, effectivement, n'étant pas dans une entreprise, c'est plus facile. Voilà pour le témoignage rapide. Merci. Bon, voilà, je le passe en revue, comme ça on en aura une vision dans l'enregistrement du webinaire. Donc voilà, on était à une petite quarantaine de questions où on a voulu essayer de mettre en avant des questions clés sur lesquelles il pouvait y avoir des leviers au moins sur un des trois champs, EIT, EFC ou éco-conception. Et puis évidemment, si possible, que ce soit le plus transversal possible, y compris jusqu'à cocher les trois cases, entre guillemets. Donc nous, derrière, oui, on avait dit qu'on vous montrerait le dessous des cartes. Hop, si j'arrive à faire afficher. Ou alors comme ça, voilà. Vous voyez que derrière, tout simplement, on avait fait une petite cotation pour dire si ça touchait ou pas, si c'était un enjeu d'une de nos trois thématiques ou pas. Et en fonction de cela, ça remplissait derrière votre petite matrice de cotation qui donnait une espèce de note, on va dire, sur 100 pour donner une indication effectivement de si, pour l'entreprise donnée sur laquelle on fait l'exercice, laquelle des trois entrées peut être potentiellement la plus pertinente ou stimulante, ou on va dire celle qui pourrait être la porte d'entrée qui serait la plus intéressante pour l'entreprise, qui pourrait correspondre le mieux à son positionnement dans le marché, à son état de fonctionnement, à ses éventuels enjeux déjà conscients ou non conscientisés. Donc, c'est vraiment, comme on vous le disait, un outil voilà, qu'on a monté exprès pour ce webinaire, pour le tester un petit peu avec vous. Donc, qu'on vous donne bien volontiers avec ce webinaire. Et voilà, on verra aussi avec le temps quelle vie propre il mène. Oui, pardon Marie. Je voulais juste compléter sur ce que disait David. C'est intéressant qu'il y a des fois où on se retrouve dans le cas où on a un petit peu le même score ou dans les trois thématiques. Et dans ce cas-là, l'idée de l'outil, c'est aussi de pouvoir, comme tu le disais, Caroline, prioriser la porte d'entrée à utiliser. Si les trois portes d'entrée sont équivalentes, quelque part, après, ça va être peut-être en fonction des affinités de l'entreprise avec telle ou telle entrée. Est-ce qu'elle va préférer être plus à l'aise sur le questionnement de son modèle économique, de la revue de la conception du cycle de vie de son produit, ou au contraire plus à l'aise sur les liens qu'elle peut avoir avec les autres acteurs du territoire. Ça peut être par là qu'elle va trouver la première porte d'entrée à exploiter, qui sera finalement juste un point de départ, parce que ça veut dire aussi qu'elle a des affinités avec les trois thématiques et qu'elle pourra peut-être derrière avoir une réflexion plus globale sur les trois sujets. Donc c'est pile un cas intéressant avec les trois sujets à exploiter qui peuvent être bien. Je pense que la finalité de l'outil aussi, c'est de montrer aux entreprises que l'économie circulaire, à travers ces trois piliers, peut adresser pas mal de réponses à divers besoins auxquels ils n'ont pas forcément conscience en fait, des liens entre leurs enjeux et ces outils de l'économie circulaire. Et voilà, c'est un premier jet, c'est un prototype. Et je vois que Sandrine a levé la main, donc on va lui laisser la parole. Et bonjour à tous. Alors, moi, je pense que... On a de la friture ou de la coupure. Hein. Je vais couper ma vidéo. Je vais faire pareil. Peut-être que Sandrine, si vous mettez que votre... Je suis mis dans la peau pareil, hein, ne faisant pas partie de mon Wi-Fi en fait. Vous me dites si ça va, sinon j'écrirai, tant pis. Là, ça a l'air bon. Ouais, c'est mieux. Je me suis mis dans la peau d'un porteur de projet pour le montage d'une microbrasserie bio, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y avait des questions. Je me disais que peut-être ce serait intéressant. Enfin, c'est peut-être pas l'objectif de la matrice, hein, mais ce serait peut-être intéressant de voir ce biais-là en fait pour un porteur de projet qui veut s'installer quelque part, qui en est vraiment au tout début de sa démarche. Donc moi, ce qui ressort, c'est, je ne sais pas si je peux le partager. Voyons voir. Oui, normalement, tu as accès au partage. Ouais. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je ne sais pas si tout le monde voit. Oui, c'est parfait.
Ouais. Donc voilà, il semblerait qu'un projet EIT, ce serait l'EIT qui partirait en premier sur, qui sera positionné en Ah, de nouveau, on ne t'entend plus. premier. Je pense qu'il faudrait que Sandrine coupe Ouais, sa caméra. coupe, mais oui, il faudrait qu'elle nous entende quand on lui. Sandrine, si tu nous écoutes, coupe ta caméra. J'arrête ma vidéo. Ça va mieux là? Ouais, c'est fait. On vous entend. Hein. C'est fait, j'ai coupé. Voilà, là, c'est bon. Ça a Ouais. l'air, Voilà, j'ai tout. Voilà, ça a l'air c'était juste fluide. ça. Ma réflexion, c'était comment on peut amener un porteur de projet à utiliser cette matrice qui me semble très intéressante, effectivement, quoi. C'est fait Ok. qu'effectivement, il a été conçu pour une entreprise déjà en place. Dans la pédagogie, des questions, en tout cas là. Ouais. Si on doit le partager, il faudrait peut-être rajouter une petite colonne juste par rapport à la justification de la réponse donnée. En gros, ouais, tu vois, c'est-à-dire le marché. Une case commentaire pour que les gens puissent Ouais, justifier. c'est ça, Ok. exactement. C'est vrai que ça peut être intéressant. On est vraiment sur un premier jet avec cet outil. Donc, toutes vos améliorations sont bonnes à étudier. Peut-être que voilà, c'est peut-être pas. Voilà, il y a peut-être une matrice à faire pour les entreprises déjà en place, effectivement, et l'autre pour les porteurs de projets, j'en sais rien. Mais je trouve ça intéressant. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, merci pour vos retours et ces partages. Ce qu'on vous propose là pour clôturer notre webinaire, c'est juste comme on va profiter. Alors déjà remercier Marie en direct et puis Elodie, même si elle n'a pas pu être là, d'avoir accepté de jouer le jeu, de partager leur expertise avec nous dans notre réseau EIT. On espère bien qu'on aura l'occasion de faire la même chose dans vos réseaux respectifs. Et on a simplement prévu de vous dire quelques mots sur les 3 réseaux régionaux. Alors évidemment, celui de l'EIT, la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Mais pareil, j'ai de nouveau une petite vidéo d'Élodie. Et puis après, on pourra finir avec Marie qui tu pourras nous présenter en quelques mots le réseau d'éco-conception en Occitanie, qui a d'ailleurs un bien joli nom. Est-ce que Marie... Normalement, tu as le partage. Ouais. Alors, le partage... Tu veux que je remette le PowerPoint d'abord ou peut-être qu'il vaut mieux commencer par la vidéo? Oui, je vais commencer par la vidéo, ça va être plus simple. Très bien. Alors, hop, la synthèse, c'est parti. Je vais l'agrandir et voilà. Donc, en résumé, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est un modèle économique humaniste, durable, créateur d'emplois et de liens sociaux dans les territoires. Cette démarche va progressivement transformer les métiers pour plus de sens dans le travail. Elle propose une autre façon de produire pour concevoir des biens et des services en phase avec les besoins des utilisateurs. Souvent, on me demande, mais c'est pour qui l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? À quel type de dirigeants est-ce que ça s'adresse? Alors, par exemple, des dirigeants qui font face à une forte concurrence dans laquelle ils sont dans des logiques où les marges se réduisent. Pour compenser ces baisses de marge, ils doivent et assurer la rentabilité, ils doivent passer par une augmentation de leur capacité à vendre. Et ils sont aussi dans une logique de nécessité de se différencier sur un marché hyper concurrentiel. Ça peut aussi s'adresser à des dirigeants dont l'entreprise a du mal à s'approvisionner sur certaines matières premières. Et une fois qu'ils ont réussi à la capter, finalement, plutôt que de la vendre, il y a d'autres façons qu'elle fasse ressource, dont ils pourraient rester propriétaires. C'est aussi des dirigeants qui peuvent faire face à des situations de turnover important avec des collaborateurs qui sont dans des situations de perte de sens dans leur travail. Et le FC contribue à redonner plus de sens dans le travail.
C'est des dirigeants qui ont aussi peut-être des enjeux, qui ont bien conscience que leur travail a une véritable valeur, est utile, et qui s'interrogent sur comment est-ce qu'ils peuvent arriver à faire reconnaître cette valeur-là, notamment monétairement. Pour le dire autrement, comment ils peuvent améliorer les marges. Et puis, ça peut être aussi des dirigeants qui ont cette conscience que leur entreprise est dans un territoire et qu'en étant implantés dans ce territoire, ils ont envie de contribuer à prendre soin de ce territoire-là. Alors, si vous connaissez des dirigeants qui sont dans cette situation-là et à qui ça pourrait parler, l'association propose, via nos partenaires ADEME et Région, différents moyens, services pour s'inscrire dans une trajectoire en économie de la fonctionnalité et de la coopération. On organise des tables rondes, des conférences et des webinaires pour sensibiliser. On va un peu plus loin en proposant des ateliers de découverte de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Les dates sont inscrites dans le diaporama. Et puis, pour ceux qui ont envie de passer à l'action et de commencer à rentrer encore un peu plus loin dans le sujet, on peut les accompagner de façon individuelle à partir d'une situation à enjeu dont je parlais tout à l'heure. Voire, on peut les accompagner en leur permettant de rejoindre un collectif de pairs, de dirigeants, au travers d'une action collective qui combine aussi de l'accompagnement individualisé pour faire un 360 degrés de l'entreprise et remettre à plat le modèle économique de la boîte. Et puis, l'association aussi peut soutenir l'émergence d'écosystèmes coopératifs où parfois plusieurs acteurs au service d'un même enjeu commun ont envie de mettre en place une dynamique de coopération en étant au service du territoire, au service des grandes fonctions de la vie. Et à ce moment-là, on construit une façon de les accompagner de façon très adaptée en fonction des besoins. Voilà pour l'EFC. Marie, je te laisse partager. Voilà. Voilà, hop, donc on vient de voir cette partie-ci sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Vous l'aurez de toute façon dans la présentation. Voilà. Et moi, je vais vous parler d'éco-conception du coup et de comment est-ce que ça s'articule en Occitanie avec le réseau régional donc Oxymore qui, merci Caroline, a un joli nom, a été créé en 2019. Il existe depuis 2019 ce programme-ci. C'est du coup le pôle éco-conception qui est missionné pour l'animer sur le territoire grâce au soutien de l'ADEME, de la région et de l'éco-organisme Val-d'Elia. Et ce programme, du coup, va s'adresser à toutes les entreprises, plutôt TPE et PME, qui vont avoir des problématiques de réduction d'impact, besoin de réduire son impact environnemental. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dans cette situation-là où ça va être identifié comme étant une demande de la part des clients, de la part de la société de manière générale. Ça peut être aussi des demandes réglementaires qui vont arriver sur le marché, qui vont être de plus en plus fortes, ou même des situations où on va être dans une entreprise qui cherche à se diversifier, à reconcevoir un de ses produits ou à se diversifier pour le développer sur de nouveaux marchés. Et l'idée, ça va être de potentiellement faire ça dans une démarche de réduction d'impact de manière à pouvoir toucher une clientèle plus large, de manière à pouvoir répondre à d'autres besoins aussi. Beaucoup d'entreprises donc rentrent de plus en plus dans ce cas-là et le but du programme, c'est de permettre à toute entreprise en Occitanie de pouvoir être informée sur ce qu'est l'éco-conception au travers de webinaires thématiques, au travers de tables rondes, au travers d'interventions diverses, au travers aussi de la participation à certains ateliers thématiques où l'idée, ça va être d'aller un petit peu plus loin qu'en webinaire et monter un peu en compétences là-dessus. Et grâce aussi à un site internet, programme Oxymore que vous avez en bas, qui renvoie vers le site du pôle éco-conception, qui lui est un centre de ressources réelles pour l'éco-conception sur lequel vous trouverez des retours d'expérience, de la documentation assez poussée sur le sujet. Sur le site du programme Oxymore, vous pourrez aussi avoir accès à des retours d'expérience d'entreprises en Occitanie qui ont déjà fait appel au programme pour pouvoir un peu vous rendre compte ce à quoi ça peut amener
pour une entreprise. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pour les entreprises qui le souhaitent, c'est de pouvoir se lancer, aller plus loin sur l'initiation d'une démarche d'éco-conception. Dans ce cadre-là, il est possible de réaliser ensemble des diagnostics, des états des lieux qu'on appelle premiers pas en éco-conception, où l'objectif, ça va être d'étudier le cycle de vie d'un produit ou d'un service dans l'entreprise, balayer l'ensemble des étapes, balayer l'ensemble du contexte, comme on le disait tout à l'heure, pour avoir une vision globale des étapes, des critères environnementaux et des impacts environnementaux qui vont qui vont avoir des impacts négatifs, je vais y arriver, sur l'environnement tout au long du cycle de vie. L'idée, c'est de balayer ça et à partir de là, de pouvoir identifier des pistes d'éco-conception qui seront pertinentes à la fois pour réduire ces impacts environnementaux principaux et aussi pour que le produit soit toujours pertinent dans son marché, dans son contexte, et puisse remplacer un produit non éco-conçu sur le marché, parce que c'est réellement ça, la finalité d'un produit développé dans une démarche d'éco-conception. C'est vraiment de répondre à un besoin, donc derrière de remplacer un produit non éco-conçu sur le marché. L'idée de cette démarche d'action, de ce diagnostic, c'est de pouvoir avoir une feuille de route, des pistes qui seraient intéressantes, pertinentes à développer dans votre contexte, et aussi derrière de pouvoir avoir accès aux acteurs, être en relation avec les bonnes personnes pour pouvoir lancer des dossiers de financement, pour pouvoir créer des partenariats, pour pouvoir derrière avoir accès à des compétences et à des personnes qui vous aideront à aller plus loin et à concrétiser ces stratégies d'éco-conception. Ça peut aussi, derrière, être l'occasion d'être en lien avec les acteurs de l'EFC et de l'EIT, si en effet, ça peut être pertinent de développer une stratégie sur plusieurs sujets aussi. Et derrière ça, l'idée du programme, c'est aussi d'aider les entreprises à aller plus loin, donc à faire le lien avec les acteurs du financement des projets, à avoir aussi un suivi de ce démarrage de projet, un suivi des actions d'éco-conception mises en place sur l'année, et derrière, pouvoir transformer l'essai finalement et faire de l'initiation de ces démarches d'éco-conception de vraies démarches sur le long terme qui pourront être valorisées, comme ça a déjà été fait sur le site, pour pouvoir aussi être quelque part des projets vitrines de l'Occitanie pour montrer en quoi l'éco-conception est un avantage différenciant pour des entreprises du territoire. Voilà, donc voilà un petit peu toutes les propositions du programme. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour en savoir plus ou à me contacter directement si vous souhaitez échanger de vive voix. C'est toujours plus facile que par mail. Merci beaucoup Marie, et puis tes contacts seront disponibles à travers la diffusion de ce webinaire et du PowerPoint qui l'accompagne. Et puis nous, on va conclure sur le réseau IT, comme ça on aura bouclé la boucle. Donc vous rappelez que, si tu peux nous afficher la voilà, merci beaucoup. On est présent du coup sur la plateforme régionale d'économie circulaire Cyclope, dans laquelle on anime non pas une, mais 2 communautés spécifiques sur l'EIT. Donc, une communauté ouverte, qui est ouverte au plus grand nombre de tous les acteurs intéressés par le sujet, et puis une communauté privée, on va dire, pour vraiment échanger entre animateurs de démarche EIT. Et donc, comme aujourd'hui, on anime des webinaires que l'on publie ensuite sur cette plateforme en replay, on propose des outils méthodologiques et des temps de rencontres et d'échanges entre acteurs régionaux de l'écologie industrielle et territoriale, parfois en présentiel, parfois en distanciel, mais on égrène comme ça l'année de différents événements pour qu'il puisse y avoir des échanges réguliers. Et bien entendu, on fait le lien avec le national, le réseau national Synapse qui pilote, qui fédère aussi les acteurs de l'écologie industrielle et territoriale à l'échelle nationale. Et je me permets de préciser que c'est le cas aussi au niveau de l'éco-conception et au niveau de l'EFC. On est aussi tous imbriqués dans des réseaux à l'échelle nationale, voire européenne. David, tu as levé la main. Je te passe la parole. Oui, j'avais juste une petite question là, pour finir pour Marie. C'était pour savoir au niveau justement de l'accompagnement et des diagnostics, etc. Qui c'est qui les réalise en fait en Occitanie? C'est Et moi, Marie principalement.
Ah, c'est ça? Non, C'est moi c'était une question. principalement. Et après, donc moi, je fais partie du pôle éco-conception qui, comme le disait Caroline, est le centre de ressources nationales sur l'éco-conception. Moi, je suis détachée vraiment pour animer ce programme régional Oxymore. Donc, c'est moi qui réalise D'accord. ces éléments-là, diagnostic, partage, etc., avec le support de mes collègues au national quand il y a des besoins spécifiques ou des montées en charge qui nécessitent qu'on soit plusieurs sur le sujet, ou des expertises aussi par domaine d'activité, parce que l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à tous les secteurs d'activité. Et on a certaines spécialisations aussi au pôle d'un secteur à l'autre. Bien, merci. Et Sandrine aussi a levé la main. Oui, alors juste pour vous dire il va y avoir, lors du colloque déchets qu'on organise le 29 juin sur Toulouse, à la CCIT, au Palais consulaire, on va faire le lancement de l'AMI économie circulaire Occitanie. Donc, on est en train de bosser sur le sujet. Et on va proposer aussi, en fait, lors de la pause, lors des pauses, des espaces pour que vous puissiez, que tout le monde puisse présenter un petit peu, des entreprises en particulier ou voilà, vous, je ne sais pas dans quelle mesure vous pourrez être là, mais leurs activités. Je ne sais pas si ce serait pas intéressant, voilà, de proposer voilà, quelque chose lors de cet événement. Je vous soumets ça me vient maintenant, donc je vous soumets le sujet. Voilà, c'est le 29 juin, c'est à Toulouse, au Palais consulaire. Et il y aura des espaces en fait pour présenter des choses. Donc c'est plus spécifique déchets, mais bon, comme potentiellement soit l'EIT, soit l'éco-conception, enfin voilà, vous avez des liens avec l'EIT, avec le déchet. Bon, je me dis que potentiellement ça peut vous faire une petite vitrine pour lancer l'AMI ou l'AP, vous l'appelez comment? L'AP, ouais. EIT, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Pensez à vous inscrire de toute façon. Eh ben, merci pour ce point Merci beaucoup. événementiel et puis on sera amené à en rediscuter. Voilà, si vous avez besoin, vous me contactez. Ça marche. Eh ben, écoutez, merci à tous. On va vous rendre l'antenne. Merci de votre participation et puis vous pourrez passer le message si nécessaire dans vos réseaux. Ce webinaire sera disponible en replay d'ici peut-être une semaine, le temps qu'on le mette sur la plateforme. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous sur nos sujets EIT et bien d'autres encore à venir. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ouais, merci. À bientôt. Ouais, à Merci bientôt. beaucoup. À Au revoir. bientôt.